Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 19h45. Voici les titres. Deux combattantes pour la décolonisation de l'Afrique, elles sont devenues actrices du développement du continent. Ce 31 juillet, journée internationale de la femme africaine, elles sont à l'honneur. Et on parle dans cette édition de ce trouble du développement qui a une incidence sur le système nerveux. Il agit sur la capacité à communiquer et à interagir. L'autisme, on en parle. Enfin, on parle des mangroves, ces écosystèmes rares qui offrent abri et ressources aux populations. La mangrove qui est l'un des écosystèmes qui stocke le plus de carbone. Bienvenue à vous. Elles étaient au cœur des combats pour la décolonisation de l'Afrique. Aujourd'hui, elles sont des actrices du développement du continent. Elles, ce sont les femmes africaines. À l'honneur, ce 31 juillet, journée internationale de la femme africaine. Une occasion donc pour faire le point sur la situation des femmes sur le continent et évaluer leur place dans le développement économique de l'Afrique. Charlène Kendiro pour plus de précisions. Héroïnes africaines pour leur rôle crucial dans la libération du continent du joug de l'esclavage, de la colonisation et de l'apartheid, elles ont aussi contribué à la conquête de la liberté, au développement, à la paix et à la promotion de l'équité genre. Ce 31 juillet est dédié à la femme africaine. Ce jour a été consacré journée de la femme africaine à l'occasion du premier congrès du Pan-African Women Organization qui s'était tenu à Dakar au Sénégal le 31 juillet 1974. Certains historiens évoquent la date du 31 juillet 1962 comme étant le point de départ de cette renaissance historique. À l'époque, à Dar es Salaam en Tanzanie, des femmes de grande envergure représentant plusieurs pays africains avaient décidé de créer la première organisation des femmes, à savoir la Conférence des femmes africaines. Au nombre de ces femmes combattantes figure Aline Sitoé Diatta, née en 1920 dans la région du sud du Sénégal. Elle est connue pour avoir lutté contre la pénétration et la domination française au Sénégal. Une autre femme africaine a également marqué son époque par sa lutte pour la décolonisation de la Guinée. Mbalia Camara, née en 1929, était connue pour avoir accéléré le processus d'indépendance de son pays. Après avoir contribué grandement à l'indépendance de leur pays, ces femmes de la période coloniale ont ainsi ouvert la voie aux nouvelles générations de femmes africaines de la période d'après la colonisation. Aujourd'hui, elles sont de brillantes intellectuelles ou femmes d'affaires à succès. Elles sont des actrices majeures du développement et de la croissance économique du continent. Chaque jour qui passe, elles démontrent leurs aptitudes à participer à la construction de leur pays à différents niveaux de responsabilité, même si elles doivent encore faire face à de nombreuses inégalités. La Journée internationale de la femme africaine est certes peu connue, mais elle a permis que les droits des femmes en Afrique connaissent une amélioration importante. On parle à présent de l'autisme. Cette pathologie se définit comme étant un trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. Et bien que ce trouble soit incurable, un traitement peut aider le patient. Comment donc réussir à traiter un autiste? Explication. Normalement, à 1 an et demi, déjà, des enfants parlent ou au moins ils alignent 2-3 mots, même s'ils ne font pas des phrases. Et lui, ce n'était pas encore le cas. Même maman, papa, rien du tout, silence. Et on ne savait même pas ce que c'était. Mais on savait juste qu'il y avait quelque chose de pas habituel par rapport aux autres enfants. Un enfant aux réactions et comportements pas habituels, tels que des difficultés à communiquer et à appréhender les interactions sociales. Si ses parents ont fini par réaliser que leur enfant est autiste, à 4 ans aujourd'hui,
le jeune garçon a toujours du mal à s'exprimer. Quand on a reçu l'enfant, on a eu à effectuer les tests qu'il faut pour l'enfant et relever effectivement le fort risque autistique pour l'enfant. Et je crois que depuis environ un peu plus d'1 an qu'on a commencé par travailler avec cet enfant, là déjà aujourd'hui on peut relever quand même quelques amoindrissements au niveau de certains déficits. Des amoindrissements qui auraient pu être plus considérables si très tôt le diagnostic autistique avait été établi et si mieux ce trouble était connu. La quête de réponse face aux troubles de l'enfant aura été bien longue pour ses parents. Au départ, on ne sait pas vers quel sens se pourrait. Je suis allée au CNHU. On nous a dit c'est parce qu'on a de l'argent. À 2 ans. Et ils m'ont dit d'attendre qu'il ait 6 ans. Et je me suis dit, mais si c'est quelque chose de grave, mieux vaut savoir maintenant. Donc, c'était pratiquement une course folle. Et pour pallier cette ignorance sur le sujet, ici, on sensibilise sur l'autisme afin d'éviter les stigmatisations. Nous avons constaté que l'autisme n'est pas très connu et que les enfants autistes sont marginalisés et les enfants sont traités d'enfants possédés, enfants sorciers. Et il y a beaucoup de discrimination. Donc il faut déjà commencer par en parler, commencer par dire comment ça se fait, ça se manifeste, quels en sont les signes, et il faut commencer par déconstruire les fausses idées qui se posent sur la question. Appelé également trouble du spectre, l'étendue et la gravité des symptômes sont très variables, mais seule une détection précoce peut favoriser le développement et l'apprentissage. Aujourd'hui, les recherches ont beaucoup évolué et déjà à partir de 12 mois, on peut déjà commencer par dépister les risques autistiques chez l'enfant. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a encore été prouvé par rapport aux causes de l'autisme. On sait que c'est une défaillance, c'est un souci au niveau du cerveau. Il suffit de diagnostiquer très tôt, il suffit de mettre la prise en charge, l'orientation thérapeutique qu'il faut pour que tout le monde s'en sorte et il n'y a plus du tout de problème. Il n'est jamais trop tôt pour agir. Un retard n'est pas toujours un signe inquiétant. Dès les premiers signes, il faut vite agir pour son enfant. Et elles sont principalement constituées de palétuviers ou des arbres ou arbustes possédant des racines échasses. Elles, eh bien, ce sont les mangroves qui, dans leur globalité, abritent une faune plutôt riche. Et leur rôle est multiple et essentiel pour la survie de nombreuses espèces végétales et animales. Amandine Anyambossou nous emmène à la découverte des mangroves. Les mangroves sont des écosystèmes rares, spectaculaires et prolifiques. Elles se situent à la frontière entre la terre et la mer. Ces écosystèmes extraordinaires contribuent au bien-être, à la sécurité alimentaire et à la protection de communautés côtières du monde entier. Cet écosystème constitue un habitat vraiment favorable pour la reproduction des espèces halieutiques, notamment les poissons. Les mangroves permettent également, de par leurs racines, de fisser les sols, des berges pour permettre leur stabilité et également pour lutter un peu contre les érosions côtières. Et c'est un atout touristique pour chaque pays qui en dispose. Ça consomme les gaz nocifs à l'environnement. C'est beaucoup de choses que font les mangroves dans les pays qui en disposent. Les mangroves disparaissent 3 à 5 fois plus vite que les pertes forestières mondiales globales. Les estimations actuelles indiquent que la couverture de la mangrove a été divisée par 2 au cours des 40 dernières années. Au Bénin, elles sont défrichées pour servir de bois de chauffage. Les localités riveraines des zones de mangrove, dans ces localités, les communautés dépendent beaucoup plus des bois de mangrove pour préparer à la maison, pour faire la cuisine, puisqu'il n'y a pas d'autres sources de bois énergie à portée de main. Il y a l'activité saliculture qui se développe de plus en plus dans les zones de mangrove. Il y a cette pression qui augmente de plus en plus sur les ressources des mangroves et qui occasionne vraiment la diminution des surfaces de mangroves. Selon les chercheurs, si rien n'est fait pour freiner le rythme de destruction, les mangroves pourraient disparaître d'ici à 2040 et des actions sont menées sur le terrain. Si le site est sacralisé, la communauté crée mieux et
n'y vont pas toucher. Il y a les ONG dont Eco-Bénin qui essaient de restaurer ces zones de mangrove qui sont dégradées avec les communautés. Et ils font les pépinières de mangrove et après ils procèdent à la plantation de mangrove dans ces zones. Par exemple, en 2020, dans cette réserve de la Bouche du Roi, Eco-Bénin a restauré jusqu'à 85 hectares de zones de mangrove dégradées. Il y a eu des sensibilisations qui se font au niveau local pour conscientiser ces communautés à réduire les pressions sur les écosystèmes de mangrove. Les écosystèmes de mangrove constituent un bien commun et mondial et dont nous devons vraiment nous en occuper pour leur protection et la gestion durable pour nous aujourd'hui et pour les générations futures. Les mangroves encore mal connus sont considérés comme des lieux sans intérêt avec des moustiques. Pourtant, c'est une niche écologique magnifique. Leur préservation doit être une priorité. Hors de nos frontières à présent, direction la République démocratique du Congo, où il y a quelques jours, un appel d'offres a été lancé pour l'octroi de droits d'exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Le projet suscite une vive critique de la part des ONG environnementales car certains estiment que ces gisements, se trouvent dans des zones forestières qui jouent un rôle vital dans la lutte contre le réchauffement climatique. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. Sur les 27 blocs pétroliers mis aux enchères, 9 se trouvent dans l'immense région de la cuvette centrale qui abrite des forêts tropicales et des tourbières qui comptent parmi les plus importants puits de carbone dans le monde. Elles séquestrent environ 30 milliards de tonnes de carbone, ce qui équivaut à 82% des émissions mondiales annuelles de dioxyde de carbone liées à l'énergie. Selon des scientifiques et des ONG, leur dégradation pourrait avoir des conséquences irréversibles sur l'environnement. Développer des activités industrielle d'exploitation pétrolière dans ces zones-là va conduire inévitablement à des impacts à la fois sur la biodiversité que régorgent ces zones-là, mais aussi à relâcher dans l'atmosphère les milliards et les milliards de tonnes qui sont séquestrées. Une pétition lancée au début du mois par des ONG congolaises et internationales comme Greenpeace a recueilli plus de 100 000 signatures. Mais pour le gouvernement congolais, la priorité est le développement économique. 100 000 signatures contre 100 millions d'habitants, le choix est clair. L'option que nous avons prise, c'est celui de pouvoir donner à la population congolaise, essayer d'améliorer son quotidien à travers son économie. Une ONG ou des ONG ne peuvent pas dicter à un pays souverain la marche à suivre. Le gouvernement congolais évalue le potentiel à 22 milliards de barils, ce qui pourrait rapporter 2000 milliards de dollars de revenus. Reste à savoir si cela profitera effectivement à la population congolaise. La RDC se classe régulièrement parmi les pays les plus corrompus de la planète. Et malgré ses importantes ressources minières, les 3/4 des Congolais vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Et ce sera tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTV, www.ortv.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.